On a 210 millions d'utilisateurs mensuels. On a dépassé les 500 000 entreprises utilisatrices sur la plateforme. Donc c'est des chiffres qui sont assez impressionnants, d'autant plus quand on est autofinancé. Notre segment aujourd'hui cœur de cible, c'est vraiment quand tu te lances jusqu'à entre 5 et 10 millions. À aujourd'hui, c'est vraiment notre cœur de cible. Un bon support client, c'est un support client qui n'existe pas, idéalement, tu vois. Parce qu'en fait, si une personne te contacte, c'est qu'elle a un problème dans son expérience. Et l'idée que nous, on porte chez Crisp, en tout cas, c'est qu'on veut essayer de créer la meilleure expérience possible. J'ai une question par rapport à l'usage de mes produits. L'IA me pré-génère une réponse. J'ai plus qu'à cliquer sur envoyer, après l'avoir personnalisé si besoin est, pour apporter la réponse à l'utilisateur. En fait, le monosource, c'est pas suffisant. Par monosource, j'entends comment est-ce que tu fais en sorte que ton IA soit pertinente par rapport à ce que toi tu proposes. Historiquement, nous, quand on voyait des gens quitter nos concurrents pour venir chez nous, en fait, ils récupéraient jamais leur historique des conversations. Parce que si tu es capable immédiatement d'avoir un modèle d'IA entraîné sur cette source-là, c'est hyper intéressant. Antoine, ravi de t'accueillir sur le podcast e-commerçon. Ça fait tellement longtemps qu'on parle d'enregistrer que c'est enfin arrivé. C'est enfin le bonjour. Trop cool. Bah écoute, ravi de t'accueillir dans les bureaux de Crisp, dans la salle dédiée justement à tous nos enregistrements orientés plus utilisateurs et clients Crisp. Et c'est la première fois qu'on fait un podcast dans cette salle, donc trop content. Non mais en vrai c'est très cool. D'ailleurs ils vont, les utilisateurs de l'outil vont reconnaître certainement le fond du coup derrière. Exactement. Qu'on retrouve sur toutes vos vidéos. Mais vas-y, trop cool. En gros aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on propose à nos utilisateurs, pour peut-être poser le sujet, puis après on va quand même rentrer un peu dans une présentation de ton côté. Ouais. C'est là l'IA commence à arriver de manière ultra massive dans un peu tous les pans du business en général. Et il y a un sujet qui est méga important, moi qui me touche en tant qu'e-commerçant au quotidien, qui est le support client. Ouais. C'est un enjeu méga important pour nous. Et je me suis dit comment je facilite un peu mes équipes, le travail de mes équipes avec l'IA, et on va en parler un peu ensemble dans le podcast. Et je pense que la meilleure personne pour en parler, c'est toi. Et en plus, c'est un outil que j'utilise Crisp au quotidien, donc c'est trop cool. J'ai même pu le brander pour ceux qui nous regardent sur YouTube et tout, genre l'aficionados. Et je vois que tu le portes en plus parce qu'il est un petit peu abîmé, donc ça veut dire que tu le mets régulièrement. Exactement. Genre vraiment, je l'ai mis de temps en temps, donc tu vois, magnifique. C'est beau. Écoute, avant qu'on se lance direct, ce serait trop cool qu'on puisse peut-être en apprendre un peu plus sur toi. Est-ce que tu voudrais te présenter rapidement ? Ouais, carrément. Bah écoute, comme tu l'as dit très justement, Antoine, moi je m'occupe de toute la partie marketing et plus globalement en fait de la croissance du revenu chez Crisp. J'ai rejoint l'entreprise il y a maintenant plus de 5 ans. On était 7 à l'époque, aujourd'hui on est 15. Entreprise entièrement autofinancée. Moi j'ai un background technique. Le seul diplôme que j'ai c'est un diplôme en développement d'application. Donc ça date un peu parce que à l'époque je codais en PHP 5. Mais c'est plus du tout ma came, en fait j'étais pas très bon et du coup aujourd'hui je fais ce qu'on appelle de la croissance et donc j'interviens sur à la fois du produit, du marketing, du sales aussi quand il y a besoin sur certains dossiers un peu complets et puis je fais du support aussi parce que c'est quelque chose qui est important pour rester au contact des utilisateurs et de comprendre les besoins de nos utilisateurs aussi. Donc voilà, pour une présentation rapide, je vis à Nantes et c'est cool. C'est vrai que les bureaux sont basés à Nantes aussi, donc on avait l'occasion de se voir pas mal parce que j'étais dans le coin dernièrement. Est-ce que peut-être tu pourrais nous parler un peu qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver chez Crisp ? C'est quoi un peu ton parcours ? Enfin, ok, tu as eu ton diplôme, mais en fait, tu as quand même 2-3 XP avant, non ? Ouais, carrément. En fait, j'ai fait une école de commerce en alternance. Et pendant cette alternance, je faisais du web marketing. Donc en fait, c'est ce qu'on appelait, anciennement, c'était le terme, on va dire, pour qu'on appelle aujourd'hui, la plupart des étudiants diraient grosse marketing. Enfin, j'aime pas trop cette appellation, je préfère parler de croissance, tu vois, marketing de croissance. Donc ouais, je faisais de l'alternance en web marketing. En fait, ça a mêlé à la fois les compétences que tu acquiers en école de commerce, justement le marketing et tout genre de choses, et puis les compétences techniques. Du HTML, du CSS et puis un peu de JavaScript aussi. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un mémoire sur le e-commerce, sur l'impact en fait du design sur les taux de conversion des vendeurs en ligne. Hyper intéressant, ça m'a fait apprendre plein de choses.
Et puis je m'en suis surtout servi après pour travailler en agence. J'ai travaillé du coup dans le premier temps en tant que chargé web marketing. Après, je suis passé plus sur la gestion de projet, là dédié au e-commerce. Et donc, j'ai accompagné pas mal de marques sur tous ces sujets-là. C'était il y a un petit bout de temps maintenant, hein. Et, euh, et donc, chemin faisant, j'ai rejoint un fonds d'investissement à Brest. Moi, je suis né à Brest, en fait, et j'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études là-bas aussi. Et, euh, et en fait, là, je me suis plus orienté vers les startups. Donc, une approche plus globale avec, bien évidemment, aussi des DNVB. Mais pas que, beaucoup de SaaS. C'est toujours d'ailleurs, hein, c'est un fonds d'investissement qui s'appelle aujourd'hui Explore et qui est géré, je crois, c'est comme ça qu'on dit, par Epopée Gestion. Donc c'est un des plus gros fonds aujourd'hui d'investissement français. Et donc j'ai fait un peu mes classes comme ça, tout en étant toujours hyper intéressé par l'entrepreneuriat. Et donc j'ai fait pas mal de startup week-end. Je vis sur un bon cimetière d'applications que j'ai tué, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Baptiste d'ailleurs, qui est le CEO de Crisp. En fait, en 2014, on faisait le même startup week-end à Brest. Et en 2018, lui était jury du startup week-end et moi je portais un projet sur Google Ads d'ailleurs à l'époque. Et puis en fait, un an après s'être rencontré pendant ce startup week-end-là, Baptiste m'a dit ouais, on cherche quelqu'un pour faire du sales et du marketing. Est-ce que tu connais du monde? Tu vois, je dis bah ouais, moi je suis chaud. C'est pas mal. Ouais, j'ai tu rejoint. t'auto-connais. Exactement, j'ai rejoint l'entreprise et puis 5 ans après, voilà, aujourd'hui je suis associé chez Crisp et puis bah on se barre bien, ouais. Franchement, c'est impressionnant. Est-ce que vous avez eu quand même une grosse croissance. Moi, ce que je trouve aussi super impressionnant, c'est que pour une boîte française, nantaise, assez locale, en fait, vous avez une portée internationale. Ouais. Ce serait cool, peut-être tu nous parles un peu de Crisp. C'est quoi un peu les... Parce que les gens ne se rendent pas forcément compte. Peut-être que Ouais. tu vois, genre, à quel point vous êtes présent partout. Ouais. Genre. On a 210 millions d'utilisateurs mensuels aujourd'hui. Voilà, bon, merci À peu près, hein. Donc c'est les clients de nos clients. Tu vois, ça représente environ 210 à 220 millions en ce moment. Depuis que je suis arrivé, on a multiplié par 6 le revenu récurrent annuel. Et on a dépassé les 500 000 entreprises utilisatrices sur la plateforme. Donc c'est des chiffres qui sont assez impressionnants, d'autant plus quand on est autofinancé. Pour te donner une idée de ce qu'on voit aujourd'hui sur nos services, c'est que par exemple, quand il y a des pays qui coupent des accès à Internet, on voit les chutes de trafic sur nos outils directement. Ok, c'est impressionnant ça. Donc, T'as un exemple en tête les guerres récentes en Ukraine et en Russie, par exemple, il y a eu des gros, comment dire, ou même en Turquie aussi, des grosses coupures d'accès à Internet pour tu vois, contrôler la population et les conversations. Et ça, on l'a vu directement sur Crisp aussi. Typiquement, les embargos aussi sur les pays russes qui voudraient utiliser des solutions américaines. Typiquement, nous, ça nous a fait perdre du business aussi. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de trucs comme ça aujourd'hui qu'on voit qui ont un spectre international auquel tu penserais pas forcément si en fait tu étais une entreprise franco-française, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais voilà, ouais, on est vraiment impacté par toute la géopolitique internationale, une fibre qui est coupée entre Singapour et l'Australie. Typiquement, nos clients ils sont du coup de fait obligés de rerouter par d'autres canaux. Et du coup, ça rallonge un petit peu aussi les temps de chargement, ce genre de choses. Enfin, voilà, aujourd'hui, on a vraiment une infrastructure aussi qui est mondiale, qui est répliquée dans les quatre coins du monde et qui nous permet de gérer en temps réel entre 500 et 600 000 connexions en temps réel. Ouais. C'est assez impressionnant. Et parmi tous ces chiffres, le e-commerce, tu as une idée un peu de ce que ça pèse en nombre de clients, etc. Alors, je vais parler en nombre de clients payants. Aujourd'hui, on est à 3000 clients payants sur la verticale e-commerce. Ok. Pour le marché français Global. Au global, ok. Ouais. Donc, tu as quand même aussi aujourd'hui une vision. Et j'imagine que c'est des sites, peut-être juste sur ça, c'est des sites qui vont de
quelques centaines de milliers d'euros à plusieurs dizaines de millions de chiffre d'affaires. Notre segment aujourd'hui cœur de cible, c'est vraiment quand tu te lances, tu vois, parce qu'on a ce plan gratuit qui permet justement d'accompagner les primo-entrepreneurs et les entrepreneurs dans le lancement de leur offre et de leurs produits, jusqu'à entre 5 et 10 millions. À aujourd'hui, c'est vraiment notre cœur de cible. Au-delà, faut être très honnête, je pense qu'on n'est pas on n'est plus en tout cas le bon produit, et ça fait partie de la vie d'une boîte d'accepter aussi, et même c'est cool, tu vois, de se dire, bah en fait, on les accompagnait sur le début de leur aventure. Maintenant, ils ont réussi, c'est fabuleux, et ils vont aller vers d'autres outils qui sont plus adaptés à leurs besoins, et c'est ok, tu vois. Ok. Donc, tu as quand même une bonne vision en gros du e-commerce, des besoins que les sites e-commerce en général ont. Ouais. Et vu qu'on est sur un podcast vraiment dédié aux e-commerçants, je trouvais ça cool qu'on puisse en parler. Est-ce que peut-être, si on commence à rentrer un peu dans notre sujet, l'idée c'est qu'on passe peut-être une trentaine de minutes, 30-40 minutes ensemble sur ce sujet. Yes. Peut-être définir un peu ce qu'est le support client. Comment toi tu le vois, peut-être déjà un peu, tu vois, c'est quoi un bon support client déjà? Un bon support client, c'est un support client qui n'existe pas, idéalement, tu vois. Parce qu'en fait, si une personne te contacte, c'est qu'elle a un problème dans son expérience. Et l'idée que nous, on porte chez Crisp, en tout cas, c'est qu'on veut essayer de créer la meilleure expérience possible pour que les utilisateurs soient autonomes dans leur parcours d'achat et n'aient pas besoin d'intervention humaine pour aller au bout de leurs idées. Dans les faits, c'est pas le cas, tu vois. Enfin, moi, quand je rentre dans une boutique physique, je suis content d'avoir un vendeur avec qui je puisse causer et qui puisse du coup m'apporter des conseils quand je pose des questions, soit par rapport au rendu, soit par rapport aux tailles, soit par rapport même aux méthodes d'achat ou tu vois, aux moyens de paiement. Donc, pour répondre à ta question de façon un peu plus, on va dire, pragmatique, je dirais que un bon service client, c'est un service client qui permet d'accompagner une personne depuis l'avant-vente jusqu'à l'après-vente avec le moins de friction possible, tout en ayant en tête d'avoir pour volonté de créer un service client qui soit unifié, qui soit efficace, on pourrait dire rapide, tu vois, parce que la qualité induit aussi aujourd'hui une notion de rapidité de réponse. Et qui soit du coup, troisièmement aussi, eh bien je dirais, alors attends, réactif, unifié, et je- j'en avais un troisième en tête, mais je l'ai plus là. Ouais, ça arrive aussi. Je pense que tu as quand même un enjeu aussi un peu au niveau de la qualité, tu vois, de la réponse que tu vas apporter. Ouais, bien sûr, ça joue énormément cet aspect qualitatif. On parlait de rapide et qualitatif. En fait, c'est les trois points peut-être, on peut dire unifiés, rapide et qualitatif. Mais en soi, qualitatif et rapide sont imbriqués à mon sens. Okay, Tu vois, parce qu'en fait, tu peux être très rapide mais être non qualitatif et du coup, ça n'a pas de valeur. Tu peux être très qualitatif mais du coup pas rapide. Et là, tu perds en rapidité aussi. Enfin, je veux dire, imagine, tu rentres dans une boutique physique et tu poses une question à un vendeur et le mec te regarde avec ses grands yeux pendant 5 minutes avant de te donner la réponse. Ça fait hyper bizarre. Ouais, grave. Donc, en plus, si t'as pas côté, en plus. Ouais, exactement. Donc, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de la boutique et tu vas autre part. En fait, c'est le même comportement en ligne aujourd'hui, tu vois. Quand tu es en avant-vente, tu as des questions par rapport à un produit, la pire des choses à faire, c'est de proposer un formulaire de contact dans lequel tu vas en fait apporter une réponse 3 jours après. Parce qu'en fait, la personne, elle a quitté ta boutique et elle est plus du tout dans le même momentum que quand elle est prête à l'achat. Ouais. Donc après, c'est la même chose, que ce soit en après-vente, quand tu dois gérer un retour produit, faire en sorte que quand tu reçois la demande de la personne, tu saches sur quelle commande, enfin, quelles sont les commandes qu'elle a, tu vois, qu'elle a réalisées, quel est son montant, le nombre de commandes qu'elle a passé aussi. Tu vois, est-ce que c'est un gros client pour toi ou est-ce qu'au contraire, c'est un primo, entre guillemets, un primo-accédant. Enfin, toutes ces questions-là, ça permet aussi, du coup, à tes équipes de pouvoir personnaliser l'échange et de créer un lien un peu unique qui te permet après de récupérer des avis qui soient qualitatifs et qui font du service client une boucle vertueuse de croissance.
Je pense que c'est un point assez important. Du coup, nous, on est assez utilisateurs de Crisp sur mon site. Ouais. On l'utilise vraiment comme un hub central dans toutes nos communications. Mm-hmm. Alors, une grosse partie de cette brique reste aujourd'hui le chat avec les gens qui nous questionnent directement sur le site et sur lequel on a aujourd'hui essayé de travailler vraiment avec cette logique d'automatisation qu'on avait, je pense, il y a 3-4 ans. Qui était en mode si tel mot est présent dans la question de l'utilisateur, alors proposer telles options ou répondre tel truc. Là, aujourd'hui, à l'ère de l'IA, ce type de choses, je pense que c'est intéressant, mais ça reste un peu obsolète, tu vois. On peut aller beaucoup plus loin. On peut déjà apporter de la réponse en fait qualitative. Ce que je te propose qu'on puisse commencer à creuser, c'est justement comment on peut venir intégrer l'IA dans le support client. Qu'est-ce que ça va venir vraiment changer tu vois, genre dans le travail qu'on va avoir sur le support client. Ouais, il y a différents éléments. Déjà, dans la structuration du support client, tu peux, grâce à l'intelligence artificielle, générer des articles de FAQ de façon entièrement automatisée, par exemple. Tu vois. Donc ça, c'est des usages que tu peux très facilement mettre en place aujourd'hui pour te faire gagner du temps. Un problème qu'ont aujourd'hui beaucoup d'e-commerçants, c'est qu'ils ne prennent pas le temps, parce que chronophage, d'écrire des articles permettant par la suite de te faire gagner du temps. Donc là, tu parles vraiment des articles de type helpdesk, etc. Exactement. Mais tu vois, moi, j'avais un peu cette limite quand je répondais un peu aux questions de mon utilisateur, et je suis preneur de ton feedback sur ça, c'est que je fais tout un taf, tu vois, d'écriture d'articles sur le blog pour le SEO. Oui. Donc vraiment avec cet objectif d'acquisition. Oui. Mais c'est vrai que la logique helpdesk à proprement parler, par exemple que tu as sur Crisp, on la travaillait pas du tout, plutôt parce que moi j'avais cette vision que c'était un outil SaaS. Tu vois ce que je veux dire? Genre le helpdesk il est bien pour les logiciels, mais en fait pour un e-commerce ça sert pas forcément à grand chose d'avoir ça, tu vois. Et ben en fait, je t'invite à regarder par exemple ce qu'a fait Sonology sur la question et comment ils ont transformé leur FAQ e-commerce en outil d'acquisition client. C'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, en plus de travailler des contenus pour leurs clients existants, ils ont travaillé également aussi les contenus pour faire en sorte que les articles viennent se positionner dans le cycle de vente. Donc ils ont fait des recherches de mots-clés qu'ils ont intégrés à leurs articles et qui fait que du coup, ils se servent non pas seulement de cet outil comme d'un outil pour les clients existants, mais aussi comme d'un outil marketing pour aller se positionner sur des nouveaux mots-clés en lien avec des mots-clés qui correspondent à l'avant-vente. Ok, parce que en fait, comment dire, tu as le blog en lui-même, c'est là où tu fais vraiment tes gros articles classiques. Mais du coup, ton helpdesk, souvent, il est sur un autre domaine ou il est sur un sous-domaine. Tu n'as pas forcément envie de ranker sur tes gros mots-clés d'acquisition, forcément sur ce sous-domaine. Donc, c'est pour ça que la démarche est très intéressante sur des logiques de comment faire, tu vois. Comment faire pour X. Tu vois, donc des conseils peut-être d'utilisation de ton produit. Ça va être aussi des conseils de paramétrage. Tout ce qui peut avoir attrait en fait au cycle de vie de l'usage de ton produit. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc nous, sur Crisp, parce qu'on utilise Crisp pour faire fonctionner Crisp. Et du coup, on a scindé les contenus. C'est-à-dire qu'en fait, le site web, donc les pages marketing, tu vois, de vente, qu'on pourrait imaginer être des pages produits au final, hein, c'est ce que c'est aujourd'hui, hein. Elle cible des expressions qui sont en lien avec des mots-clés de vente, donc typiquement logiciel de chatbot. Et ces articles d'aide, donc de helpdesk, eux, vont cibler des mots-clés du type « Comment faire pour installer un chatbot sur mon site ?» Ok, ouais, tu t'es vraiment en mode solution à ton problème. Est-ce que tu as au-delà de Sonology, par exemple, tu as d'autres sites auxquels tu penses qui ont très bien géré cette partie helpdesk Ouais. Il y a Caption Market. Donc Caption Market, c'est pas sur l'e-commerce, c'est le marketplace de mise en relation entre des gens qui ont des BSPCE par exemple et des gens qui veulent acheter des BSPCE. Donc c'est un marché secondaire de revente. Eux, ils ont bien fait ça, ils l'ont rendu assez sexy. Et puis sur du e-commerce, on va retrouver ensuite Dijo. Dijo, ils font un très très beau travail là-dessus aussi. Tu vas avoir également aussi Beam Energy, c'est les concurrents de Sonology qui font ça très bien. Et il y en a tout un tas d'autres. En vrai, je pourrais te donner une liste si tu veux. Si on essaiera de mettre ça dans la description. Pas de souci. Donc premier truc déjà de l'IA,
comment utiliser l'IA pour générer un peu ces articles de helpdesk pour pouvoir vraiment répondre à toutes les questions un peu pertinentes. Ouais. Ça, c'est un des premiers sujets pour toi. Ouais, je pense que c'est un truc concret, tu vois. Ça te permet très facilement d'aller voir un premier cas d'usage parce que l'enjeu de l'appréhension et de l'utilisation de l'IA en entreprise, c'est que les gens n'arrivent pas forcément à se projeter en disant comment est-ce que moi je peux l'utiliser tous les jours, comment est-ce que j'ai le déclic en disant ah, en fait ça peut m'aider, tu vois. Donc il y a un vrai enjeu de formation, tu vois, pour les équipes aujourd'hui et sur tout ça. Après ensuite, si on en revient à nos sujets de support client par exemple, bah, en fait tu vas avoir de la génération de contenu, donc l'IA générative. C'est ce qu'on a vu avec ChatGPT par exemple, et c'est les solutions qu'on voit fleurir un peu partout aujourd'hui sur le marché. C'est de l'assistance à la rédaction de contenu. Nous, historiquement, sur Crisp, on était peut-être un peu utopiste, tu vois, mais on se disait, l'IA va servir à l'être humain pour être plus productif, mais dans un sens où on va pas le remplacer. Et c'est toujours ce qu'on croit, tu vois. Mais on pensait pas que cette volonté d'automatiser à 100% les questions serait si forte. Et donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a proposé un outil qui te permet de générer des réponses pré-rédigées qui n'ont besoin que d'un clic pour être envoyées. Mais ça nécessite quand même une action humaine. Tu vois, c'est moi, agent de support client, j'ai une question par rapport à l'usage de mes produits. L'IA me pré-génère une réponse. J'ai plus qu'à cliquer sur envoyer après l'avoir personnalisé si besoin est pour apporter la réponse à l'utilisateur. Chemin faisant, on a eu beaucoup de retours clients, on a regardé ce qui se faisait sur le marché aussi, parce que c'est comme ça aussi qu'on nourrit une réflexion produit. Et donc, il y a eu plusieurs constats. L'enjeu premier, c'est de se dire qu'en fait, le monosource, c'est pas suffisant. Donc, par monosource, j'entends comment est-ce que tu fais en sorte que ton IA soit pertinente par rapport à ce que toi tu proposes, tu vois, parce que c'est ça l'enjeu en fait. Si tu vas chercher un chat GPT aujourd'hui, et que tu le mets de but en blanc sur ton support, bah en fait, c'est comme si tu allais chercher un random dans la rue et que tu disais, hey mec, viens vendre mes produits dans ma boutique, tu vois. C'est exactement la même chose. Ouais, La personne n'allait pas faire produit, il connaît rien, quoi. Exactement. Donc nous, on s'est dit, on va faire du multisource. Parce que c'est ce qui permet d'appréhender au mieux les différentes spécificités de chaque entreprise. Et donc, ces 4 sources-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles sont ? Eh bien, elles sont celles de ton historique de conversation. Mais il y a important, parce qu'en fait, tu as déjà rapporté probablement la majorité des réponses aux questions que tu vas recevoir, elles sont déjà répondues. Exactement, et donc là, ça prend énormément de valeur aujourd'hui. Tu vois, historiquement, nous, quand on voyait des gens quitter nos concurrents pour venir chez nous, bah, en fait, ils récupéraient jamais leur historique de conversation. Nous, aujourd'hui, on incite systématiquement nos clients à le faire, parce qu'en fait, c'est vital, tu vois, ça prend une vraie valeur. Parce que si tu es capable immédiatement d'avoir un modèle d'IA entraîné sur cette source-là, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est la première source. La seconde source, ça va être les données de ton helpdesk. Tu vois, comme en fait sur Crisp, on permet de créer un site d'aide dédié. Bah, en fait, on vient se baser sur tout le contenu qui est rédigé sur ces éléments-là pour apporter aussi une IA qui soit hyper pertinente. Quand je repense au helpdesk de Sonology, bah, en fait, ça a du pain béni pour eux, tu vois, parce que ils sont capables d'automatiser énormément de questions répétitives à faible valeur pour leurs équipes, mais qui sont importantes dans soit l'avancement du cycle de vente, soit dans l'avancement de l'usage produit. Okay. Et donc ça va être la deuxième source. La troisième source, ça va être le scrapping de site. Donc en fait, typiquement, demain, tu vends par exemple des casques pour vélo. Et ben en fait, tu vas pouvoir aller parser l'ensemble de tes variants produits, les intégrer à ton IA et faire en sorte que du coup, si tu as une question un peu technique sur une taille de casque, bah, fonction des éléments qui sont présents sur ton site, on va être capable de pouvoir répondre de la façon la plus qualitative possible à ces éléments-là. Ce qui pousse du coup forcément les e-commerce à aller travailler encore plus leur page produit pour qu'elle soit vraiment complète.
et qu'elles apportent des vraies informations sur leurs produits. Parce que là, je vois par exemple, j'ai un client qui vend des selles de vélo, Oui. des selles de vélo, n'importe quoi, des selles de cheval, Ok. j'étais en train de me dire juste des selles de vélo, t'imagines le business? Non, juste des selles de cheval et du matériel pour l'équitation en Ouais, général. ouais. Et lui, tu vois, il a une profondeur de catalogue qui est extrêmement large. Ouais. Et pour lui, par exemple, une IA peut vite se perdre entre, tu vois, genre ce qui est du licol, de ce qui est de la selle, Ouais. de ce qui est, je sais pas moi, de la couverture pour le cheval, parce Ouais, que tout à tout est fait. machin pour cheval, tu Tout à vois. fait. Peut-être avoir aussi des pages produits bien carrées, bien structurées, ça peut faire aussi beaucoup de sens. Ouais, et puis là, du coup, on rejoint avec un autre sujet du développement commercial pour les acteurs de la vente en ligne. C'est l'importance du référencement naturel et du SEO, tu vois. Parce qu'en fait, si tu as une bonne stratégie de référencement naturel, logiquement, tu as des fiches produits qui sont bien écrites et qui sont bien détaillées et qui sont bien structurées. Et ça va permettre à nos parseurs de bien comprendre le contenu de la page, de bien pouvoir indexer les différents éléments et du coup, de fait, de bien pouvoir nourrir l'IA qui va être capable du coup de pouvoir ressortir les bonnes informations au bon moment. Et donc ça en prend encore plus d'importance, tu vois. Ok. Donc la structuration des sites est vraiment essentielle pour le futur aussi, à mon avis. Ouais. Ouais, donc là, en gros, pour nourrir notre IA qui va répondre automatiquement ou partiellement automatiquement à nos clients, Oui. sur le support client, on va utiliser notre comment dire, helpdesk, Ouais. l'historique de nos conversations. Ouais. On va utiliser aussi un apport de données du site en lui-même. Ouais. Est-ce qu'il y a une quatrième source, je crois, qui est aussi assez intéressante à taffer? Il y a une dernière source, en effet, qui est en fait les données non publiques. Il s'avère que dans beaucoup d'entreprises, il y a pas mal de connaissances qui ne sont pas partagées publiquement parce qu'on n'a pas forcément envie de le mettre, de le mettre publiquement. Donc, par exemple, des questions en lien avec les remises en cours, tu vois. T'as pas envie que ce soit public, ça, par exemple, quand tu fais de la vente en ligne, mais il se peut que t'en aies. Donc, du coup, mettre en place, tu vois, un mode question-réponse catégorisé qui, le cas échéant, va être capable d'apporter cette réponse en disant, bah oui, le code promo en cours, c'est XXX. Et bah ça, du coup, le bot peut se nourrir de ça et l'automatiser. C'est mieux de donner une réponse et de prévoir ce genre de cas-là que de ne pas en importer parce que sinon, bah, le bot pourrait halluciner. Ok. Et donc, tu as un troisième enjeu qui va venir en fait, et l'autre enjeu, tu vois, de ces sources de contenu-là, c'est aussi de donner de la liberté d'action à cette IA, tu vois. Parce que si tu veux t'assurer que les réponses apportées par ton IA soient qualitatives, il faut avoir une logique de scoring derrière, tu vois. Quelle est la note de confiance que j'ai par rapport à cette réponse? Et donc, c'est pour ça que nous, on a apporté cette logique-là aussi, de dire, bah, c'est quoi le niveau de liberté que tu veux donner à ton IA? Est-ce que tu veux lui donner un niveau de liberté maximale et du coup, quitte à risquer des réponses qui soient complètement délirantes? Ou alors, tu veux un niveau de confiance qui soit maximal et du coup, qui ne réponde que lorsque il est hyper certain de la réponse à apporter. Ok, ouais. En fait, ouais, parce que potentiellement, c'est comme ChatGPT et parfois, il te raconte Ouais, des âneries totales. Tu ouais lui c'est dis, tu terrible. t'es trompé, il dit, ah oui, je suis désolé, je me suis trompé. Il te raconte une autre ânerie, tu vois. Exactement. Et donc, tu te dis, tiens, ça n'a. Enfin, vraiment, ça peut vite être un espèce de cercle. Ouais. Donc, en gros, toute la donnée là qu'on vient d'utiliser pour nourrir notre IA, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que on a en fait déjà, en tant que e-commerçant, on a déjà tellement de contenu Oui. qu'on peut utiliser Ouais, déjà rien que bah pour ton nourrir blog et ces tout, tu IA. vois. Eh ben, Ouais. ça, c'est ouf. Ouais. Moi, ce qui me ferait un peu peur, tu vois, comme ça, de but en blanc, c'est, je me dis, pour un gros site Ouais. qui a des milliers de produits, Oui. serait que peut-être ma donnée, elle soit pas suffisamment bien structurée Mm, mm. pour que mon IA, elle travaille bien. Ouais. Tu sais, si je reprends mon site Ouais, là tout à fait. d'équitation, en Tout à fait, fait. tu vois, j'ai quelques milliers de produits, voire dizaines de milliers de produits. Ouais. Comment je peux être sûr que, enfin pas être sûr, mais en tout cas maximiser mes chances que l'IA, elle Ouais. réponde bien aux questions de mes utilisateurs Bah, avec la donnée que je lui ai fournie. là, l'enjeu de demain, c'est peut-être d'aller vers le PIM, en fait, et de pouvoir connecter des PIM à des modèles d'IA, tu vois, parce que en fait, le PIM, c'est un peu la garantie qualité du contenu multiplateforme, et donc des acteurs comme Akeneo, des acteurs comme Quabble aussi, vont pouvoir, à mon avis, demain, euh, permettre de récupérer ces données-là pour que nous, utilisateurs de ces données, on soit capable d'y répondre de la façon la plus qualitative et la plus pertinente possible. Je pense que ça peut être une bonne alternative. En soi, nous, aujourd'hui, tu vois, par exemple, sur un site, on limite la profondeur de scrapping. Parce qu'en fait, sinon, on arrive sur des trucs où il n'y a plus trop d'intérêt à ce qu'on récupère. Donc, tu vois, on limite à 3... on limite, comment dire, à 3
trois catégories, enfin, tu vois. Ouais, ok, Pas 3 niveaux. catégories, Ouais. mais 3 niveaux, pardon. Et est-ce que tu scores la qualité de tes réponses en fonction de tes sources? C'est-à-dire que potentiellement la source du scrapping de ton site web, elle est moins quali que ton helpdesk ou peut-être un peu moins quali que, je sais pas, je dis une bêtise, tu vois, les anciennes conversations, tu vois. Il y a une antériorité qui est placée sur les réponses conversationnelles. Parce qu'en fait, c'est logique, tu vois. Ton produit il peut évoluer, tes services peuvent évoluer aussi. Donc, ce qui était vrai il y a 2 ans n'est peut-être plus vrai aujourd'hui. Donc, il y a cette logique-là qui est apportée aux logiques conversationnelles. Ouais. Enfin, tu vois, la source basée sur les conversations que tu as eues par le passé sur ton support. Ok. Ouais, 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 il y a pas mal de choses en même temps. Moi, ce que je me pose comme question, c'est que, tu vois, en fait, pourquoi aujourd'hui je trouve ça intéressant de parler d'IA dans le support client, c'est que je sais que beaucoup de boîtes dans le domaine du retail sont dans des situations, voilà, tu vois, on est quand même dans une petite crise économique pour beaucoup de boîtes dans le retail, Ouais, qui doivent toujours apporter des niveaux de service plus élevés, ouais. mais avec des ressources qui sont toujours plus faibles. Et je vois par exemple, nous sur le site, on fait sur des mois normaux plus de 1000 commandes. Sur des mois avec des fortes saisonnalités, on peut monter à des 3 à 4 000 commandes. Mhm. Quand tu arrives sur des niveaux, sur ces niveaux-là de volume de commandes, tu as aussi un volume de support qui est hyper conséquent. Oui, Et malheureusement, on peut pas scaler notre équipe support non, en fonction de ces moments-là. Donc je tout à trouve que fait. l'IA, elle fait sens aussi parce qu'elle vient répondre automatiquement un peu à des questions basiques qui polluent, tu vois. En fait, tu Ouais, as 80% des réponses, elles ouais, sont déjà exactement. pré-répondues, tu vois. Exactement. Euh, et ce que je me dis, c'est est-ce que toi, tu as un peu des cas d'usage que tu vois ou des pratiques que tu vois un peu dans le e-commerce Ouais. sur l'IA qu'on pourrait peut-être partager avec nos auditeurs pour qu'ils puissent se projeter, c'est-à-dire assez concrètement sur ce qui serait possible de faire, tu vois. Ouais, tout à fait. En fait, juste pour redonner le contexte, donc historiquement, ce qu'on a proposé, c'est cet assistant pour les agents de support. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, on propose des réponses, un comportement 100% automatisé. Parce qu'on a vu que c'est ce que le marché voulait également aussi. Et du coup, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, une IA bien entraînée, avec une bonne structuration aussi de flux, c'est 55% de conversations automatiquement résolues. Donc en fait, tu vois, sur tes 1000 conversations que toi tu as au support, potentiellement, on peut déjà t'en élaguer la moitié. En ratio, non, déjà. C'est C'est énorme. ouf parce Donc en termes de que. productivité, c'est fabuleux. Oui, et enfin, moi aussi, je vois ça en termes service client. C'est-à-dire que vu qu'on a un petit site, ce qu'on met en avant par rapport à nos concurrents, Oui, c'est aussi qu'on est dispo, oui, qu'on est là pour répondre aux questions des gens, etc. Et c'est bête, mais d'avoir un outil qui répond une réponse de qualité. Tiens, j'en profite juste tant qu'on parle de la réponse liée au site. Est-ce ouais. que ton IA peut avoir un ton? Tu sais, le ton de ta marque un peu. Parce que c'est un truc qui est important, tu Ah, vois, c'est genre intéressant. quand t'es une marque de cosmétiques ou quand t'es une marque très premium, tu vas peut-être avoir un ton très différent d'une marque méga jeune Ouais, et peut-être beaucoup plus, ouais, je sais pas, plus proche des adolescents, j'en sais rien, tu tout vois. à fait, ouais. En fait, ça va se faire grâce à l'entraînement que tu vas réaliser. Donc, c'est-à-dire sur ton site, si tu as ce contenu avec ce ton adapté, ben, intuitivement, l'IA, elle lira aussi dans ce sens-là. Tu vas pas pouvoir le définir dans les paramétrages, mais en tout cas, il y aura cette logique-là, ouais. Ok, donc 55% des conversations résolues. Ouais. Donc, tu vois, si tu imagines que tu passes en moyenne, allez, entre 4 et 6 minutes par conversation, sur 500 conversations, c'est un gain de temps plus qu'important pour des petites équipes comme ça, justement. Hmm. D'autant plus dans une logique où t'es pas facturé à l'automatisation, quoi, tu vois. Donc ça, c'est un vrai avantage que peuvent aujourd'hui avoir les utilisateurs de Crisp sur la plateforme. Donc ça, c'est un premier truc, c'est la productivité. Euh, le second, ça va être le conseil. Parce que l'IA, ça va pas simplement être un moyen de résoudre les problèmes, ça va être un moyen aussi de t'accompagner dans la vente. En disant, bah, ah, vous cherchez ce produit-là, bah, regardez, on a produit A, produit B et produit C qui existent. Et bah, vous pouvez choisir celui qui vous correspond le mieux. Donc, enfin, faut pas juste le voir comme un robot, en fait, je pense. Vraiment, c'est vraiment un assistant qui va t'accompagner sur l'ensemble du cycle de vente. Et demain, pareil, sur des logiques de post-achat aussi, être capable de dire, bah voilà, ah, vous avez un problème, ok, c'est quoi votre numéro de commande? Ah, bah,
voilà le lien de tracking de votre commande en cours. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Est-ce que vous êtes satisfait de la question, tu vois? Et ça, justement, c'est quelque chose que vous arrivez à mettre en place, d'avoir une IA qui fait cette mini-conversation en mode, bon, la première question qu'on m'a posée, finalement, je suis pas assez safe pour y répondre. Ouais. Donc, je réponds quelque chose qui est, est-ce que vous pouvez me préciser plus votre besoin pour que je puisse vous aider? En fait, nous, on veut pas créer une boîte noire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre des shots d'IA au bon moment. Et ça va être au e-commerçant de choisir à quel moment est-ce qu'il veut intégrer ces shots d'IA. Donc, il y a une logique no-code qui te permet de construire des flows de scénarios en disant, si c'est une nouvelle conversation sur tel canal, avec peut-être depuis telle page, par exemple, de ton site, alors je veux réaliser telle action avec l'IA. Et en amont, en fait, tu peux automatiser des tâches aussi en disant, c'est une question par rapport aux commandes. Ok, alors j'ai besoin de récupérer son nom, son prénom, j'ai besoin de récupérer son email, peut-être son numéro de commande aussi. Et là, après, tu peux faire appel à l'IA en disant, ok, crafte-moi la bonne réponse. Tu vois. Tu peux la prompter, l'IA, sur la base des réponses données précédemment? Non. Ça, c'est nous qui nous occupons. En revanche, nous, ce qu'on va faire, c'est donner à l'acteur du e-commerce une liberté de structuration de sa logique d'automatisation. Parce que nous, on pense profondément que l'humain est essentiel à la gestion du service client. Et si, à un moment donné, l'IA n'a pas la réponse, ce qui peut arriver, en fait, ça doit être important aussi que l'humain puisse intervenir à toutes les étapes, tu vois. Ok, ouais, non, mais c'est clair. Donc voilà, automatisation, à mon avis, c'est un vrai élément. Vente supplémentaire. Et puis, tu vas avoir après toutes les logiques de classification. Tu vois. Comment est-ce que tu fais en sorte, avant même de visualiser le contenu de l'échange, de savoir de quoi ça va parler? C'est hyper important parce que du coup, ça te permet de classifier les conversations et de prioriser certaines par rapport à d'autres. C'est ça, quand tu as des volumes importants de questions, effectivement, tu as envie de prioriser. Bah ouais, tout à fait. D'autant plus quand on a un petit paquet qui est en attente. Il faut essayer de pouvoir gérer. Je pense aux gens, tu vois, qui sont passés là chez et au futur qui vont passer aussi chez qui va être mon associé. En fait, si t'as pas les bons outils en amont du passage, en fait, tu te fais éclater, quoi. Alors déjà, si tu as ton site sur Presta et que tu n'as pas augmenté ta capacité de puissance, tu vois, de tes serveurs, tu te fais fumer. Puis là, tu as aussi ce truc, c'est que potentiellement, tu vas te retrouver avec quelques dizaines de milliers de personnes sur ton site en même temps qui vont tous poser les mêmes questions dans le chat et auxquelles tu vas vouloir apporter une réponse très rapide. Mais ça, par exemple, je trouve que c'est un bon exemple de choses qui peuvent être possibles. Vous avez une prévision d'une grosse forme d'une grosse quantité d'activité qui arrive. L'IA, elle peut vous aider justement à faire face avec des réponses qualitatives. Bien sûr. D'autant plus en multicanal, tu vois. Parce que la promesse de Crisp, c'est aussi cette logique d'unification. Et en fait, on va récupérer les DM depuis Insta, depuis Messenger, depuis WhatsApp également aussi, en plus des emails et du chat. Tu peux intégrer l'IA dans Messenger sur l'ensemble de ces canaux de communication. Et ça, c'est ouf. Donc du coup, tu vois, c'est vraiment un gain de temps. Et les logiques d'automatisation derrière qui vont bien et qui sont adaptées aux bons canaux, etc. etc. Donc ouais, cette partie-là est vraiment, à mon avis, essentielle. Donc classification, on va avoir aussi le résumé. Tu vois, en France, c'est pas trop le cas. Mais par exemple, en Indonésie, où on a une grosse croissance, ils envoient des vocaux constamment. C'est-à-dire que tes clients, ils t'envoient des vocaux à toi, Marc. Donc la perte de temps, elle est équivalente à celle d'un appel téléphonique, ce qui n'est pas terrible. Donc c'est pour ça que l'IA aujourd'hui, celle qu'on propose nous chez Crisp, te génère un transcript, un peu comme tu pars sur Slack, on en parlait tout à l'heure, tu vois, ce qui te fait gagner du temps aussi en termes de gestion du support. Donc voilà, il y a toutes ces petites choses-là qui petit à petit viennent te proposer en fait une amélioration de la qualité de vie, je pense. Je pense que c'est vraiment ce qu'on peut dire au global, tu vois. C'est qu'en fait, l'IA, pour une équipe de support client, ça va t'améliorer la vie tous les jours. Non, mais en vrai, c'est assez impressionnant parce que quand je vois, nous, le volume qu'on a, parfois, t'arrives pas à traiter. Et en fait, tu crées de l'insatisfaction. Oui. Alors qu'on a ces automatisations, tu vois. Genre, mais il suffit que le mec, il fait une faute de frappe dans son mot ou autre. Par défaut, tu vois, c'est pas forcément toujours bien pris en compte. Et c'est un peu relou. Mais ok, bon, franchement, c'est
C'est quand même assez impressionnant. Ce serait trop cool qu'on puisse peut-être parler un petit peu de 2-3 cas pratiques, tu vois, de comment on pourrait mettre ça en place pour que les gens, comment dire, nos auditeurs se projettent. Moi, je verrais bien peut-être qu'on parle d'un cas assez traditionnel de dire où est ma commande. Tu vois, ça, c'est le message qu'on reçoit le plus en réponse d'email et tout. Comment, typiquement, demain, tu vas pouvoir le traiter avec de l'IA, ça? Bah alors, l'enjeu, déjà, c'est la source de données, tu vois. Parce que pour que nous, Crisp, on sache où est la commande, il faut qu'on récupère les données depuis le CMS. Donc, soit PrestaShop, WooCommerce, Shopify ou Adobe. Par chance, chez Crisp, on a des intégrations avec l'ensemble de ces CMS-là. Donc, ça veut dire que avant de pouvoir imaginer automatiser ça, il faut pouvoir se connecter à ces systèmes de gestion de vente en ligne. Donc une fois que vous avez installé l'intégration en lien avec votre système de vente en ligne, on récupère ces données. Et à partir de là, après, c'est un scénario à mettre en place qui est vraiment hyper simple, puisque en fait, ces données elles sont poussées nativement dans Crisp depuis les données disponibles sur le système de vente. Et on a un scénario à mettre en place. C'est, une demi-heure de paramétrage tout au plus. Okay. Et après, sur toutes tes conversations, ça va aller chercher dans ton CMS le numéro de tracking de la commande. Le lien de tracking, exactement. Votre commande, elle est en préparation actuellement, elle n'a pas encore été expédiée. C'est ça. Votre commande, elle a été expédiée, voici le numéro de suivi, vous pouvez la suivre ici, etc. Exactement. Et le tout en multicanal. Okay. Donc, que ça soit depuis Insta, depuis WhatsApp, depuis le SMS également aussi, si on veut. Parce qu'il y a de belles actus aussi sur le SMS en France cette année, donc c'est super. Et, WhatsApp, j'ai l'impression aussi, il revient fort aussi sur ça. En France, on est à la traîne sur WhatsApp, mais partout dans le reste du monde, c'est massif. Et WhatsApp, ça va être un gros canal de communication pour les acteurs de la vente en ligne, tout simplement parce que pourquoi un Français sur deux a WhatsApp installé sur son téléphone. Ouais, c'est tout simplement en fait. Tout simplement. Et je pense qu'à l'étranger, c'est encore plus important. Encore plus important, ouais. Donc ça, c'est un premier exemple assez classique. Où est ma commande? Voilà comment on pourrait la traiter. Et ça, du coup, boum, pareil, c'est géré, on n'a plus à s'en occuper en fait. Donc pareil, c'est un soulagement d'esprit aussi, tu vois. C'est vraiment une charge mentale inférieure pour les acteurs du e-commerce. Un autre exemple qui pourrait être intéressant, là qui est plutôt dans la génération de business supplémentaire, comment ton chat justement ou ton système peut venir faire de la vente additionnelle sans forcément que tu sois dispo? Alors moi je vois deux cas d'usage intéressants sur ces sujets-là. Le premier, ça va être en lien avec l'acquisition de trafic depuis tes campagnes de publicité. Aujourd'hui, tu as la possibilité de déclencher des messages proactifs en fonction de l'origine du trafic. D'accord ? Et donc pour ça, tu vas pouvoir te baser sur les UTM présents dans les URL de tes pages d'atterrissage. Donc en fait, basé sur tes campagnes de pub pour personnaliser le message. D'accord ? Donc ça, moi je vois ça comme un outil fabuleux de diminution du taux de rebond. Ce qui veut dire aussi une réduction des coûts d'acquisition. Donc ça, c'est le premier truc que n'importe qui peut mettre en place demain en utilisant un outil de chat standard du marché, parce qu'en vrai, tout le monde propose ça. Et il y a très peu de gens qui le font, malheureusement. Tu as une bonne pratique d'ailleurs sur ça. Qu'est-ce que tu t'enverrais toi comme message? Supposons le gars, il vient de Google Ads. Tu vois, totalement par hasard comme canal d'acquisition. Il vient de Google Ads. Qu'est-ce que tu pourrais lui mettre comme message dans le chat? Nous, ce qu'on voit le mieux marcher, ce sont les messages où les personnes peuvent se projeter. Et en fait, c'est logique, tu vois. Parce que quand tu vas en boutique et que tu essayes un vêtement, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu regardes dans une glace. Comme ça n'existe pas en ligne, le plus intéressant, c'est de pouvoir montrer des vidéos de gens qui portent le produit que toi, tu aimerais acheter. Et ça, c'est faisable. Aujourd'hui, tu peux générer des vidéos avec l'IA hyper facilement et pousser ces éléments-là, tu vois, de façon automatisée dans le chat directement pour faire en sorte que la personne ne quitte pas le site, ce serait dommage. Et du coup, tu pourrais imaginer, je reprends mon exemple de site équin, là, tu as une selle, tu arrives sur la page de la selle et bam, le chat t'envoie un petit message et te dit « Ah, vous semblez être intéressé par cette selle, voyez comment vous pouvez l'utiliser et ses fonctionnalités » et bam, on pousse une vidéo YouTube ou autre dans le chat. Tout à fait. En fait, tu peux même aller beaucoup plus loin, tu vois, et travailler après sur le déclenchement en fonction du pourcentage de scroll, du temps passé sur la page. Enfin, tu as plein de combinaisons en fait de variables qui te permettent du coup de créer le bon message au bon moment. Et du coup, tu sors un peu, tu sais, de ce bon vieux je peux vous aider ? Où en fait, personne n'a envie de répondre, tu vois.
Donc voilà, c'est un moyen simple d'aller améliorer l'engagement, de diminuer le taux de rebond, ce qui est aussi un signal positif du coup pour Google, puisque en fait, ça veut dire que la personne est engagée sur ton site, donc ça va te faire grimper dans ton score total de ranking. Et puis, ça va de fait, logiquement, améliorer tes taux de conversion, puisqu'en fait, quand tu génères une conversation, tu as quand même beaucoup de chances d'aller au bout après. Ouais. Donc ça, c'est là, en fait, on est un peu hors IA. Peut-être que l'IA, du coup, intervient après sur une réponse en mode est-ce que vous avez trouvé ça utile? Ouais, exactement. Oui, c'était utile. Et après, bam, tu peux lui faire des recommandations, Donc, des choses, quoi. Exactement. Dans cette logique-là, tu peux tout à fait imaginer que une personne ajoute un produit à son panier et que naturellement, tu aies un message qui soit poussé en disant bah, ah, vous avez ajouté ce produit-là, bah, regardez X, Y et Z, ça pourra vous plaire aussi, quoi. Ok, ouais, intéressant. Est-ce que tu vois d'autres exemples de choses qu'on pourrait mettre en place pour générer du business supplémentaire via justement comment dire, ouais, le système de support client, quoi. Bah, tout simplement la recommandation, tu vois. C'est-à-dire que je suis en conversation avec une IA sur le support. Pour demander des caractéristiques à propos d'un produit, typiquement. Ouais, exactement. Et ben en fait, l'IA, si elle est bien entraînée, elle sera capable de te suggérer ces 3 produits-là de façon entièrement autonome. Et donc, bah, plutôt que d'attendre que l'agent de support se connecte, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un peu un super-héros qui fait plein de choses à la fois, et ben en fait, l'IA gère ce cas-là. Et je pense qu'en revanche, c'est toujours important de valider la bonne réception du message. Par bonne, j'entends qualité, tu vois. En disant, est-ce que vous avez fait de la réponse? Sinon, bah là, tu vas pas essayer de forcer et tu vas plutôt assigner la conversation à un être humain. Si oui, bah là, c'est bingo, quoi. Donc, tu peux résoudre la conversation et tu peux passer à autre chose. Ce qui sera intéressant, aujourd'hui, on n'a pas les stats encore, mais c'est de mesurer le taux de conversion. Tu vois, à mon avis, le taux de conversion sera toujours plus haut avec un humain qu'avec une IA. En revanche, le volume généré peut être plus important. Ouais, c'est ça. Ouais, tu as toujours cette notion de volume et de taux. Ouais, exactement. Ok. Est-ce que tu vois d'autres bonnes idées? Je pense qu'on arrive sur la fin de notre épisode, mais est-ce que tu verrais peut-être un autre cas qu'on pourrait partager avec nos auditeurs? Ouais, bah, je pense que l'enjeu de demain, c'est l'autonomie. Tu vois. Comment est-ce qu'on peut être capable de créer plus d'autonomie, tant pour les équipes internes que pour les équipes, enfin que pour les clients, quoi, tu vois. Et donc, on peut imaginer avoir bah, cette génération, tu sais, de témoignages clients de façon entièrement automatisée demain, avec pourquoi pas de l'intégration de mid-journée. Aujourd'hui, sur Crisp, tu peux coller un make. Et en fait, si tu as un nouveau message qui est déclenché, faire appel à un webhook, ça devient technique, hein, mais faire un webhook du coup vers Make, de Make, faire un appel sur Midjourney, générer une image basée sur un prompt en lien avec la question de l'utilisateur et retourner ça en message après directement dans le chat. Donc, ouais, tu as une possibilité de cas d'usage qui sont pratiquement infinis. Et je pense que ça laisse pas mal ça laisse un beau terrain de jeu, tu vois. Je parlais avec les équipes de Plantes pour tous. Et eux, en fait, sur leur support, ils ont un cas d'usage hyper spécifique. C'est qu'en fait, leurs clients leur envoient des photos de plantes malades. Et donc, nous, aujourd'hui, on ne traite pas ces problématiques-là, tu vois. En vrai, c'est hyper spécifique. Et ChatGPT, lui, par contre, le fait bien. Et donc, moi, ce que je lui ai proposé, justement, c'est de connecter ces outils entre eux pour permettre d'aller vers une résolution des problèmes de façon automatisée et tout en gardant le bénéfice de l'outil et de la plateforme. Hein. En vrai, c'est hyper intéressant. Si ça te chauffe, je trouverais ça trop cool qu'on se fasse peut-être un mini Notion avec 2-3 idées, tu vois, de séquences un peu futées comme ça. Ouais. Tu en as peut-être déjà d'ailleurs sous le coude et qu'on mette ça dans la description du podcast. Je pense que ça pourra aider à des, à nos auditeurs à se projeter. Parce que je trouve que, tu vois, moi, l'outil Crypt, je l'adore pour la gestion qu'on en fait. Je trouve que, tu vois, c'est trop pratique. Ouais. Mais j'ai parfois aussi cette frustration de se dire,
tu vois, on a 10%, on est à 15% de ce qu'il est réellement possible de faire. Peut-être parce que aussi on ne s'est pas encore ouvert full les chakras de l'outil et de ce qu'il est possible de faire. Ouais, tout à fait. C'est un peu le problème de la solution aussi, hein, c'est qu'elle est hyper vaste, et quand tu es deux à gérer toute l'activité de ton business, à un moment il y a une réalité, c'est qu'il faut prioriser aussi, et même si tu fais que 10%, c'est 10% déjà, la valeur est forte, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais je me dis, tu vois, genre à 30%, on serait des brutes. Donc je me dis, en fait, ce qui serait trop cool, c'est qu'on puisse peut-être proposer un peu un document d'ouverture de chakra sur le support client. Peut-être pas un truc trop complexe non plus, mais au moins vous dire, tiens, pensez à ça, c'est pas mal, c'est assez futé, il y a des choses à faire. Voici des bonnes idées de sites qui le font bien. Et voilà. Écoute, je crois qu'on arrive sur la fin du podcast. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces infos, astuces et autres. Avec plaisir. Est-ce que tu vois d'autres trucs à rajouter avant qu'on finalise ça ? Non, pas vraiment. Écoute, j'ai passé un très bon moment, et j'espère que les gens qui écouteront ce podcast en auront le même ressenti. Ouais, j'espère aussi. On a essayé c'est toujours un peu compliqué ces histoires d'IA parce que c'est tellement spécifique à chaque business. Il peut y avoir des besoins très différents. C'est marrant le truc de plantes pour tous. Tu vois, j'aurais jamais pensé qu'ils recevaient des images de leurs plantes malades. Tu vois, et en fait, quand tu le dis, ça fait sens. Ça a vachement de sens et c'est génial, tu vois. Dire, toi, t'es vendeur de plantes. Ton client, il t'envoie une plante qui meurt. D'un côté, c'est bien parce que du coup, ça veut dire qu'il va peut-être en racheter. De l'autre, c'est pas bien parce que du coup, ça veut dire que peut-être qu'il va penser que tu vends des plantes qui sont pas de bonne qualité. Donc, t'as toute une logique derrière de gestion de ces problématiques-là, et être capable de mieux l'automatiser. C'est des gains de productivité pour tout le monde aussi. Ouais, c'est ça. Et après, en fait, tu peux imaginer ça pour tout. Tu vois, genre, tu vends des voitures, on te demande comment changer un pneu, ou on te demande quel modèle de pneu tu dois mettre sur ta voiture, tel modèle que tu as acheté. Et on peut imaginer ça avec des trucs spécifiques pour chaque. Mais en fait, en tout cas, les possibilités sont ouf. Mais tu vois, je pense à un autre truc, mais juste aujourd'hui, je vois beaucoup la vente en ligne est un marché hyper concurrentiel, avec des acteurs aussi qui se tirent la bourre sur les publicités, ce genre de choses. Et à un moment donné, dans le parcours d'achat, il y a toujours cette question, quelle est la différence avec X, tu vois. X étant ton concurrent. Du coup, créer du contenu qui compare tes concurrents et sur lequel après l'IA pourra être entraînée, c'est d'autant plus aussi une assurance de avoir cette bonne réponse au bon moment. Donc voilà, il y a plein de sujets à réfléchir. Peut-être en note de fin, je dirais ça, c'est commencer plutôt par la fin, c'est-à-dire les questions qui sont le plus proches de la vente, qui sont donc les plus intéressantes à mon sens, et remonter au fur et à mesure, qui sont plus proches de la vente et post-achat, tu vois. Donc, commencer satisfaction avant tout, en fait. Exactement. Et après, remonter au fur et à mesure pour faire en sorte que vous couvriez l'ensemble des questions en lien avec le cycle de vie de vos clients. Ouais. Ok, trop cool. Vas-y, on va essayer de se faire ce petit doc rapide et on vous mettra ça dans la description. On vous met un lien aussi vers Crisp dans la description directement. Yes. Et écoute, Antoine, merci beaucoup pour tout ça. On peut te retrouver sur LinkedIn? Sur LinkedIn, c'est ça, exactement. Magnifique, trop bien. Merci. Ciao. Salut. Ciao.